Merci de nous rejoindre pour le débat consacré à la série Ramaillage, présentée dans le cadre du 39e Festival Jean Rouch. Donc, c'est une série québécoise qui a été réalisée par Moïse Marcou-Chabot, que je remercie vivement d'être avec nous pour la discussion. Je tiens à remercier également Diane Etu de l'Office national du film canadien, l'ONF, ainsi que Colette Loumet, qui n'est plus à l'ONF, mais qui a quand même été à l'origine de cette collaboration. Et tout particulièrement, bien sûr, je remercie Caroline Zého qui va animer la discussion. Donc Caroline est spécialiste de l'histoire et de l'esthétique du cinéma documentaire. Elle est maître de conférences en études cinématographiques et responsable du master DEMC Pro. Je me réjouis bien sûr de cette collaboration avec, le master DEMC Pro, donc qui est le documentaire écriture du monde contemporain. J'espère qu'on pourra renouveler cette collaboration, dans les années à venir. Et bien, on aurait vraiment adoré vous présenter la série en salle, sur un grand écran et pouvoir profiter, du très beau travail noir et blanc, de Moïse. Mais néanmoins, j'espère que vous avez tous, pu profiter, des beaux personnages, les rencontrer au fil, des 6 épisodes. Voilà, voir, être avec eux, profiter de leur énergie, de leur bonheur, de leur, force, de leurs projets. Donc, je vais bientôt céder la parole à Moïse et Caroline. Je voulais juste préciser que les questions peuvent être envoyées par chat, c'est-à-dire avec la petite icône QR qui se trouve tout en bas, ou bien oralement, vous pourriez les poser en levant la petite main électronique de couleur bleue qui est également tout en bas de votre écran. Donc, on va commencer par un premier temps de discussion entre Moïse et Caroline et puis ensuite, la discussion sera ouverte au public. Voilà, Caroline, tu peux commencer quand tu veux. Ben, merci Barberine, merci Laurent pour votre invitation à discuter avec Moïse de son travail. Moi, j'ai découvert le travail Ramaillage par l'intermédiaire de Colette, avec qui j'ai pu dialoguer sur son travail il y a un an quand elle est venue en France. Et il se trouve que Ramaillage non seulement prolonge une tradition du cinéma direct à l'ONF qui m'est chère, mais en plus renoue ou enfin croise des sujets de recherche que j'ai actuellement, que je développe en ce moment et qui m'importent. Et donc, il y a de multiples raisons pour lesquelles j'avais envie de pouvoir discuter avec Moïse. Et par les temps qui courent, les rencontres sont difficiles. J'aurais dû normalement être au RIDM en ce moment à Montréal. Mais en plus, Moïse est en Gaspésie, donc il est d'autant plus loin. Alors donc, c'est l'occasion pour moi rêver de pouvoir discuter avec lui de son travail. Et voilà, de le faire en votre présence, c'est encore mieux. Et c'est pour dire aussi que donc les questions que je vais poser à Moïse, pour la plupart, seront des questions que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser auparavant. Donc, même si j'ai des entrées pour aborder son travail, je ne suis pas spécialiste de ses films en général ou de son travail en général. Je ne sais pas grand-chose de lui. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, la première chose que j'ai envie de dire pour présenter le travail de Moïse, en particulier ses films Ramaillage, ces 6 films qui constituent donc une série. On pourra revenir sur ce choix très intéressant tout à l'heure avec lui. C'est de dire que cette série a été produite à l'ONF, l'Office national du film du Canada, et je vais en dire quelques mots peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce lieu assez incroyable. Je vais essayer d'aller vite. L'ONF a été créé en 1939 au Canada, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, à des fins de... Bon, il y avait des agendas cachés pour la création de ce lieu, mais en tout cas, la raison officielle, c'était de créer un lieu pour la propagande de guerre
notamment. Et c'est une collaboration entre le gouvernement canadien et John Grierson, qui donc intervenait au Canada dans le cadre du Commonwealth. Donc vous savez peut-être qui est John Grierson, grand critique et producteur britannique à l'origine de l'école anglaise du documentaire. Donc il est parti au Canada, il a créé l'ONF qui a fait son œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite qui est resté et qui existe toujours, même s'il a pris des formes diverses et même si, bien sûr, le caractère extraordinaire que comportait l'ONF à une époque, c'est-à-dire le fait d'être une structure intégrée qui bénéficiait de locaux, de studios, de toutes les infrastructures nécessaires pour faire tous les types de films possibles et de cinéastes salariés. Tout ça n'est plus intégralement exact aujourd'hui, mais ça reste un organisme de production cinématographique d'État qui produit dans des conditions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au monde. Donc c'est vraiment un lieu assez extraordinaire qui permet aussi des expériences et qui met tous ces films à la disposition du public sur une plateforme onf.ca sur lequel vous avez pu peut-être voir ou vous pourrez voir Ramaillage ou d'autres films par milliers. Voilà, donc c'est quand même un lieu extraordinaire et je le dis pour mentionner le fait qu'il y a une dimension d'expérimentation qui est inhérente au mandat même de l'ONF et qui permet donc de faire des films dans des conditions différentes, dont on pourra parler tout à l'heure. C'est le cas pour Ramaillage et Moïse nous racontera comment ça s'est passé. Alors, à l'intérieur de cette structure, l'ONF est né dans les années 60 ou à la fin des années 50 le cinéma direct québécois. Et là encore, il y a bien sûr une filiation. Et Moïse, tu pourras nous dire, confirmer ou nous dire s'il y a une inspiration volontaire, enfin si voilà, si c'est des films qui t'ont influencé. Donc les films de Pierre Perrault, bien sûr, Michel Brault, enfin pour ceux qui connaissent, sont nés à l'ONF, donc dans le contexte d'après-guerre, voilà, au moment où l'ONF donc cherchait un nouveau souffle, une nouvelle vocation, des cinéastes qui avaient des choses à revendiquer, des choses à défendre, sont venus là et ont créé, ont inventé le cinéma direct. Il se trouve que le cinéma direct est une forme de cinéma qui a des affinités, qui s'est développée sur le principe de vouloir avoir des affinités avec les mécanismes de la démocratie, et notamment autour de la question de participation qui est déjà à l'œuvre dans le cinéma ethnographique, hein, cette idée de la caméra participante, de la relation filmeur-filmé, de faire participer la personne filmée au film, etc. etc. Donc, encore une fois, là, on trouve quelque chose qui prolonge ce désir et cette volonté, puisque ce dont il est question dans le film, c'est d'une nouvelle façon de concevoir la participation citoyenne et la démocratie, une autre façon de s'approprier le politique sur le terrain, on peut dire. Et je pense que ça, c'est encore une fois une affinité vraiment très forte avec ce que revendique le cinéma direct depuis qu'il est né. Voilà, et donc très souvent, et je pense que c'est le cas ici, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, il y a une recherche de cohérence entre le sujet du film et la façon de faire les films. Il y a vraiment une volonté de mettre en cohérence les choses, et je pense que c'est vraiment ce qui est passionnant dans ce film, c'est les films eux-mêmes, mais aussi la façon dont tu t'es mis en disponibilité pour faire ces films pendant un certain temps, et comment l'ONF a permis ça. Donc, pour commencer la discussion, Moïse, justement, ben, la première question, c'est de savoir quelle est la genèse du projet à proprement parler, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça s'inscrit dans un projet cinématographique qui était commencé auparavant, est-ce que ça s'inscrit dans un projet de vie ou les deux, et donc comment est née cette convergence entre tes intérêts et ces gens en Gaspésie et leur travail. Oui, ben, ça va me faire plaisir. D'abord, je veux remercier le festival de m'accueillir, évidemment. Je ne sais pas si on me voit dans la transmission. Oui. Oui, parfait. Donc, c'est ça, pour parler un peu de l'origine du projet, de l'origine vraiment de Ramaillage,
ça s'inscrit à la fois dans ma démarche cinématographique et dans mon parcours de vie personnel. Dans les années 2013-2014 environ, j'habitais à Montréal à cette époque-là, puis je venais régulièrement en Gaspésie. J'étais en train de découvrir la Gaspésie, d'en faire la rencontre moi-même, puis la rencontre de plein de gens qui habitent la Gaspésie. En fait, j'ai commencé par visiter des amis, ensuite les amis de ces amis-là, participer à des corvées, faire d'autres rencontres. Puis ainsi de suite, j'ai développé un réseau d'amitié tout autour de la Gaspésie. J'ai commencé à faire des courts-métrages, donc à filmer. Un premier film avec Bilbo Cyr qu'on voit dans la série, qu'on voit plusieurs fois, mais un premier petit court-métrage qui s'appelait L'Espoir, qui est une rencontre avec cette personne-là, mais aussi avec quelques autres personnes qui sont devenues des participants de Ramaillage par la suite. C'est un court-métrage que j'ai filmé aussi en noir et blanc, qui finalement parlait à peu près des mêmes enjeux que Ramaillage, mais qui était en quelque sorte le prologue, ce qui a donné naissance ensuite au projet. C'est un court-métrage qui a beaucoup circulé, qui a été beaucoup apprécié et que j'ai distribué en Gaspésie, mais ailleurs, en accompagnant le court-métrage de périodes de discussion avec le public. Puis en Gaspésie, je m'en suis servi pour faire parler les gens de leurs espoirs, de ce qui leur donnait espérance, des projets qui les inspirant dans leur coin. Puis donc comme ça, j'ai entendu plein d'idées, plein de choses. On m'a présenté des gens qui m'ont fourni une espèce de banque d'inspiration moi-même que j'ai souhaité continuer à filmer par la suite. Donc, tranquillement, l'idée de d'abord faire d'autres courts-métrages en Gaspésie, ensuite de faire une série, finalement, pourquoi pas faire un long-métrage. J'ai construit un projet que j'ai déposé à l'ONF. Et l'idée du ramaillage, de retisser un filet social, de reconnecter des liens, pour moi, ça a paru assez évident. En fait, quand j'ai entendu le mot ramailler, ramaillage, c'était dans le cadre d'un colloque universitaire sur la littérature, mais qui s'appelait Ramailler le tissu social. Puis j'ai trouvé que c'était une super belle image, puis ça l'a transformé ma conception, ça l'a formé ma vision de ce que je voulais faire, c'est-à-dire de filmer plein de gens, plein de lieux et voir les liens qui unissent ces gens-là. Donc, travailler vraiment à partir du lien et de la relation et de qu'est-ce qui est créateur de lien social puis de tissu social. Donc, au fur et à mesure que l'idée a avancé, que j'ai trouvé du financement, que j'ai reçu l'appui de l'ONF pour embarquer dans le projet, mais en parallèle, dans ma vie personnelle, c'est construit l'envie moi-même de déménager en Gaspésie, de m'y installer. Puis finalement, les deux se sont joints. Quand j'ai eu le OK de l'ONF pour le financement, quand on m'a dit oui, on va produire ton projet, ça l'a confirmé de mon côté, ben oui, je vais déménager en Gaspésie. Et on a choisi une forme en fait, on a créé une façon de travailler avec Colette Loumed à l'ONF, qui était en quelque sorte une espèce de résidence, un terrain prolongé en Gaspésie, où plutôt que de travailler en journée de tournage ou en semaine de tournage, on me disait vas-y pendant un an et demi, tu t'installes là, tu vas habiter sur place, puis en même temps, en parallèle, tu vas réaliser ton film. À l'époque, on pensait faire un long métrage. On s'était arrêté à cette forme-là. La forme de la série s'est vraiment concrétisée à l'étape du montage. Mais donc, bref, en parallèle, j'ai vécu moi-même mon installation en Gaspésie. Donc, le fait même si j'avais grandi dans une autre région du Québec, le fait d'arriver en région rurale, de me rattacher, continuer à renforcer les liens que j'avais avec des gens un petit peu partout et en même temps de documenter donc l'expérience de gens qui choisissent la Gaspésie comme terrain de vie. Donc, les deux se sont inter-influencés, puis c'était volontaire. J'ai eu un parcours qui m'a amené à étudier en anthropologie sans jamais compléter de diplôme ou rester dans le monde académique, mais à beaucoup m'inspirer de l'anthropologie visuelle, des méthodes de terrain, de l'observation participante. Donc, je pense que j'ai essayé de combiner un petit peu tout ce qui m'habitait, autant en cinéma qu'en anthropologie, dans ce grand projet-là, voilà, qui s'est tourné finalement sur une période de 2 ans, de 2016 à 2018. D'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus sur vraiment l'accord de production que tu avais avec l'ONF? Donc, comment tu disais ça a pris la forme d'une sorte de résidence, c'est-à-dire qu'effectivement, au lieu que ce soit organisé comme un tournage conventionnel sur une période limitée, vous avez convenu de quelque chose d'assez souple finalement. Tu peux en dire un peu plus? Ouais, assez souple. Moi, j'avais amené avec mon idée du projet dès le départ que je voulais continuer à travailler de la même façon que je travaillais auparavant. Donc,
seul sur le terrain, en caméra légère, en faisant le son moi-même, sans avoir une équipe de tournage qui voyage avec moi ou avoir à réserver des journées spécifiques. Donc, il y a quand même eu beaucoup de préparation en amont pour réfléchir la technique, l'approche. Euh, on on a monté un kit de matériel, souvent avec l'ONF. On emprunte le matériel puis on le ramène après la semaine de tournage. Avec moi, ils m'ont fourni un kit que je pouvais garder avec moi en tout temps. Et pendant toute la durée du tournage, on est resté en contact assez serré avec l'équipe de production, avec des réunions virtuelles comme ça, en visioconférence. Tu étais prêt, toi, déjà? On était, ben, en fait, pour l'ONF, c'était pas de l'inconnu. Ils en font, ils ont souvent des tournages à l'étranger ou ailleurs au Québec, au Canada, mais d'avoir vraiment une expérience comme ça sur le long terme en travail à distance, avec à quelques occasions des séjours à Montréal pour vraiment se rencontrer en personne. Ça, c'était nouveau. Et après une première année de tournage, ou comme ça, j'envoyais mon matériel à Montréal, j'en conservais une copie, puis éventuellement, il y a un monteur, Philippe Lefebvre, qui est embarqué sur le projet. Lui travaillait dans la salle de montage à l'ONF à Montréal. Et on se parlait le matin, on avait les mêmes disques durs d'archives. Je lui demandais de travailler sur une journée de tournage en particulier, d'essayer de la ramener à une séquence, une forme de dérochage qui permet de le visionner sans en enlevant, en écrémant, si on veut, là. Donc, de ramener, par exemple, une journée de tournage de 1 heure et demie de vidéo à une séquence de 20 minutes qui s'écoute bien. Puis, on a commencé à travailler les tournages un après l'autre comme ça, assez pour pouvoir monter des programmes qui ressemblent un petit peu à un épisode de ramaillage, mais en version longue, si on veut. Donc, un programme d'1 heure et quart, de plusieurs journées de tournage que j'allais présenter dans les communautés participantes, en invitant les gens qui avaient été filmés, leur réseau, leurs amis, dans des soirées semi-privées quand même. Donc, alors que je continuais, si on veut, ma deuxième année de tournage, on était déjà en train de montrer un résultat brut aux participants. Donc, les gens ont commencé à se voir, puis à partir de là, les tournages ont changé un petit peu. Il y avait une prise de conscience un petit peu plus de quoi ils avaient l'air. Il y avait du feedback qui était demandé. En fait, à la fin de la soirée de projection, je demandais aux gens de réagir directement, de discuter entre eux. C'est des soirées que j'ai filmées pour pouvoir le réécouter, pour pouvoir éventuellement en faire autre chose, je ne sais pas quoi. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça, et jusqu'à éventuellement même amener le monteur, le sortir de sa salle de montage à Montréal, puis l'amener avec moi en tournage autour de la péninsule gaspésienne, participer à ces soirées-là. Alors qu'une bonne partie de l'équipe de l'ONF ou de la production n'avait pas vu le matériel encore, et ce qui est plutôt inhabituel, là, le monteur allait présenter en public aux gens concernés le matériel brut. Souvent, on souhaite montrer quelque chose de parfait, de fini. Et là, ben, Philippe pouvait être sur place, puis entendre, puis participer aux discussions avec les participants. Donc, tout ça nous a amené à construire la série vraiment en ayant toujours en tête que ce soit une co-construction, en respect le plus possible de comment les gens se voient. On n'a pas montré l'ensemble des rushs, on n'a pas monté l'ensemble des séquences en projection publique, on a montré à peu près la moitié du matériel filmé. Puis ensuite, on est reparti avec cette expérience-là, avec tous les commentaires, la compréhension plus fine, parfois des corrections en montant, on fait des erreurs. Parfois, on pense qu'on a compris ce que la personne voulait dire puis qu'on va bien le monter, mais là, on s'est fait corriger parfois, on s'est fait signaler des séquences qui pouvaient finalement créer problème si c'était vu ou quoi que ce soit. Puis on est parti avec cette sagesse collective-là pour aller vraiment terminer ensemble en montage à Montréal l'œuvre finale, si on veut. Alors, ce qui est passionnant là, par exemple, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de décloisonnement des manières de faire le cinéma qui ressemble à la façon dont tes personnages décloisonnent la relation entre le travail et la vie, entre toutes les dimensions de leur vie, y compris donc le travail qui devient un aspect parmi d'autres, pas du tout séparé du reste de la vie de famille ou de la vie de la communauté. Et donc là, ce qui est assez passionnant, c'est ça, c'est la façon dont cette façon de travailler le cinéma, avec l'influence que
que tu as de l'anthropologie visuelle et de l'usage du feedback, qui n'est pas du tout une évidence pour des documentaristes qui seraient plus auteurs, qui ont plus une conception autoriste du cinéma documentaire et qui vont peut-être éviter d'exposer comme ça leur point de vue au regard des personnages. Ici, il y a une façon très radicale d'ouvrir le film et le processus de réalisation du film aux personnes, à la participation des personnes, et du coup de prolonger ou de travailler la continuité entre le projet démocratique de ces gens qui veulent renouveler une conception de l'agriculture, une conception du territoire, une conception de la production, une conception du travail, etc., à travers leur pratique quotidienne en Gaspésie, et la façon dont toi, tu fais le film en les impliquant à travers ce feedback permanent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dans quelle mesure tu as l'impression qu'ils se sont sentis investis dans le travail du film, et surtout, est-ce que tu as l'impression que ces feedbacks ont aussi eu un effet sur leur propre vision de leur communauté, de leur travail, etc., etc. Est-ce que l'inverse était vrai? Ben, je ne peux pas parler pour tout le monde. C'est un très grand nombre de participants, participantes, donc il y a eu différents niveaux d'implication. Puis c'est aussi un très grand territoire. Donc, il y a des endroits où je retournais moins souvent, des endroits où j'étais plus près, où je voyais les gens plus souvent. J'ai toujours pris soin aussi, bon là, je parlais de la période de feedback, mais souvent, avant les tournages, la façon que je travaillais, c'est, bon, j'étais un grand territoire, donc je me déplaçais, j'arrivais quelque part, je participais à une corvée, je soupais, je dormais sur place, on discutait, on prenait un verre, en pensant à un tournage le lendemain ou le jour d'après. Donc, il y avait souvent toujours aussi une phase où je partageais mes idées. Bon, j'ai cette idée-là de faire ramaillage. Pour moi, le ramaillage, ça veut dire ça. Donc, on échangeait déjà souvent avant les tournages sur le concept même que j'essayais d'explorer. Et il y a des gens qui sont devenus, si on veut, bon, en jargon anthropologique, des informateurs clés ou vraiment des grands complices qui essayaient eux-mêmes dans leur communauté de créer quelque chose, de me donner du bon matériel ou de rassembler ou de provoquer des situations intéressantes. Donc, il y a eu une co-construction comme ça avec certaines personnes. Je pense entre autres à Fabien, le Suisse avec qui on fabrique une ruche dans le premier épisode, qui a vraiment embarqué beaucoup, beaucoup dans le projet. Il y a des choses qui ont été provoquées un petit peu par le processus même de ramaillage. On a une rencontre dans le deuxième épisode sur une rencontre entre différentes communautés de la Gaspésie qui se rassemblent dans une petite maison pendant l'hiver pour discuter. Mais cette rencontre-là a été, je pense, un peu suscitée par nos discussions sur le projet de ramaillage, sur le besoin de se rencontrer, de se mettre en lien. Et bon, ramaillage, c'est un vieux mot français qui, à la base, parlait des filets de pêche, de la réparation des filets de pêche. Ce n'est pas un mot qu'on entend couramment au Québec, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, mais à partir du moment où on a commencé à travailler sur la série, puis que je parlais de mon projet, puisque j'avais déjà le titre en tête dès le début, ben, j'ai commencé à entendre des gens l'utiliser eux-mêmes, dire ben, on va faire du ramaillage, on va se ramailler. Donc déjà, le concept même de la série, qui était plutôt abstrait, est devenu un mot, peut-être pas d'usage courant, mais d'un mot qui fait maintenant partie de l'imaginaire, que les gens peuvent utiliser pour décrire quelque chose. Donc, cette notion-là de faire les choses ensemble, de se rassembler malgré la distance, de trouver des points communs dans notre culture. Il y avait toute cette idée-là d'une culture commune. Il y a plein de gens qui font plein d'expériences, qui arrivent de différents endroits ou qui sont nés en Gaspésie, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Puis donc, il y a aussi dans les soirées de visionnement, dans les soirées qu'on a appelées communauté nouvelle, puis je pourrais revenir tout à l'heure sur Société nouvelle à l'ONF, mais Oui. il y a eu parfois des gens qui étaient invités aux soirées parce qu'on essayait de toucher la communauté un peu plus élargie, qui voyaient les courts-métrages, puis qu'à la fin de la projection, on disait « Mais moi, tu pourrais venir me filmer, ou tu pourrais aller filmer telle personne. » Il y a par exemple Junior qui, dans le premier épisode, arrange sa pâte d'orignal, qui justement, ce tournage-là s'est passé le lendemain d'une soirée de projection. Après un an de tournage, je lui ai dit ben, c'est bien beau tel sujet, mais tu pourrais venir chez nous, puis c'est bien beau les cochons, là, mais il y a les animaux sauvages aussi, il y a la chasse, ça fait partie de notre tradition. Justement, j'ai une pâte d'orignal suspendue chez nous, pourquoi tu ne viendrais pas filmer ça? Donc,
ce processus-là, je pense que j'aurais pu le continuer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il pourrait toujours y avoir cette espèce de média local qui, au lieu de faire de l'actualité, prend le temps de faire du court-métrage documentaire, de le présenter aux gens, que les gens se voient en miroir, tout à coup se sentent faire partie d'un tout, d'un collectif, d'un mouvement plus large qu'eux-mêmes, puis ont envie d'en voir plus, puis ont envie de se Ouais, rassembler pour en jaser. Ça aurait pu continuer si on n'était pas dans les contraintes du tournage, du financement ou quoi que ce soit. Ça pourrait être quelque chose d'instauré de façon permanente comme mécanisme dans une région ou dans des communes. c'est ça, et ça fabrique une forme ouverte, en fait, dont on a l'impression qu'elle voilà, qu'elle pourrait continuer toujours, que ça pourrait voilà, être. Et d'ailleurs, il y a une sorte de boucle qui est une boucle ouverte, puisque ça ouvre sur les questionnements qui sont à l'œuvre et qui sont comme ça au travail dans ces communautés. Mais c'est ça, tu parlais de société nouvelle. Est-ce que ça a été un modèle pour toi, d'une manière ou d'une autre, cette histoire-là? Alors, Société Nouvelle, c'est un programme qui a émergé à la fin des années 60, en 67 à l'ONF, qui était financé par plusieurs ministères, et qui était au départ, l'idée au départ, c'était un programme de lutte contre la pauvreté. Donc, comme il y en avait beaucoup dans les mandats de l'ONF, c'est-à-dire il y avait comme ça des missions qui étaient attribuées. Mais évidemment, là, c'est encore une fois devenu un lieu d'expérimentation cinématographique et politique sur ce que le cinéma pouvait faire, dans quelle mesure le cinéma pouvait intervenir dans la vie des communautés. Donc, je précise. Ouais. Euh, Quand je suis arrivé avec mon projet au départ, c'était vraiment la Gaspésie, le terroir, le renouveau paysan, la lutte politique qui m'intéressait. Puis, en construisant le projet avec l'ONF, évidemment, le cinéma direct fait énormément partie de mes inspirations, les films de Brault, de Perrault et tout ça. Donc ça, c'était certain que ça allait façonner, aider à transformer ma façon de travailler. Mais il y a eu vraiment dans le travail de recherche puis d'écriture avec l'ONF, l'envie de tirer, justement, de s'inspirer de ce qui avait déjà été fait comme expérience sociale de cinéma d'intervention. Donc, je suis allé me documenter beaucoup, lire beaucoup sur comment ça avait pris forme, ce programme-là, cette initiative-là de Société Nouvelle. La version anglophone s'appelait Challenge for Change, donc ça se voulait vraiment être un vecteur, un moteur de changement social. Puis bien évidemment, ça leur rejoint tout ce que j'avais déjà comme intérêt en anthropologie, de décoloniser le rapport du cinéaste aux participants, d'anthropologie partagée de Jean Rouch. Et pour Ramaillage, on s'est inspiré, bon, il y a eu plein de films qui ont été faits dans les programmes d'intervention de Société Nouvelle, mais on s'est inspiré beaucoup de Colin Lowe, qui a travaillé à l'île de Fogo, à Terre-Neuve, au Canada. Donc, sur sa façon d'aller dans les communautés, de créer plein de petits films. Et dans sa démarche, il les appelait des films verticaux. Donc, qui, au lieu d'essayer de traiter l'ensemble de la communauté ou des problèmes, il faisait un court-métrage sur un enjeu avec quelques personnes, puis, mais il a monté, je pense, de 15 à 20 films verticaux comme ça. Une Puis partie du film est visible sur le site de l'ONF d'ailleurs, je dis pour les gens. il y a une bonne sélection qui est visible, oui, avec de l'information sur le programme Société Nouvelle. Et donc, il montrait ces petits films-là dans des salles municipales, dans plein de petits villages à l'île de Fogo. Et ensuite, on était à l'époque de la pellicule, donc il avait promis de prendre ces films-là et de les montrer aux institutions concernées. Si on parlait de chômage, de pêcherie, de le montrer aux ministres, aux ministères concernés, et d'établir un dialogue avec le film entre les gens, les citoyens et les instances de pouvoir. Dans mon cas, à moi, je me suis inspiré de la démarche, puis du partage, des visionnements, de la construction de petits films individuels qu'on vient coller ensemble en mosaïque, mais je n'avais pas l'intérêt d'aller parler à une autorité quelconque. Le premier public, c'est les gens eux-mêmes qui ont choisi d'habiter le territoire, de demeurer en Gaspésie, puis de l'animer par des projets collectifs, des initiatives communautaires, une nouvelle vision des communs puis de transformation sociale. Donc, c'était vraiment dans l'idée que ça serve d'abord les gens filmés. Voilà, ça rejoint une histoire du cinéma documentaire qui est assez peu connue, mais qui a été travaillée par des historiens américains, qui s'appelle le local film.
Hein, c'est le principe, c'est local film for local people, c'est-à-dire c'est l'idée qui faisait que certains cinéastes, jusque dans les années, depuis les tout débuts du cinéma jusque dans les années 40, faisaient des films qui étaient d'abord destinés aux personnes qui étaient filmées et qui donc était fait pour créer un sentiment de reconnaissance collective, la connaissance de soi parmi les autres dans une communauté. Donc tes films rejoignent vraiment complètement cette idée et aussi l'idée donc du feedback travaille cette notion-là, cette continuité-là, ça inscrit dans cette histoire puisque il y a une espèce de il y a un chevauchement entre les personnes qui constituent le public et les personnes qui sont sur l'écran. Donc, c'est l'idée déjà du feedback, et ça remonte au tout début du cinéma, mais c'est vrai que c'est une histoire qu'on ne raconte pas souvent, et que tes films réactivent d'une façon très forte. Mais en fait, quand tu dis que les films ne sont pas destinés à être montrés aux institutions, de fait, ils peuvent l'être ou ils le sont de par leur accessibilité, en fait. Et tu disais que le fait que les films soient mis en ligne très rapidement, comme ça a été le cas, n'était pas une évidence au départ, mais ce choix d'abord, peut-être tu peux nous parler du choix d'en faire une série. Est-ce que ça a à voir avec cette idée d'accessibilité ou comment ça a été imaginé? Est-ce que, voilà, tu as dit que c'était au moment du montage, comment et pourquoi ça m'intéresse? Et puis aussi le fait que justement ça soit rendu accessible. Comment d'ailleurs les films ont déjà circulé et comment tu espères qu'ils circuleront? Puisque en fait, de fait, la visibilité de ces films rend apparent les enjeux et les luttes de ces personnes et les films répondent à cette préoccupation qui revient sans arrêt dans les films, qui est qu'il faut faire les choses par soi-même parce qu'on ne peut plus compter sur les institutions pour le faire. Et donc, voilà, les films sont quand même là pour donner à entendre cette chose. Ben, l'idée de le faire, en fait, moi, déjà, depuis longtemps, à chaque fois que j'ai fait des courts-métrages auparavant, c'était toujours de façon très libre, par moi-même. Je suis dans une génération qui a appris tout de suite, dès que j'avais un film fait, je le mettais en ligne sur mon site en accès avec Vimeo, avec les outils contemporains. Donc, pour moi, l'idée de rendre accessible immédiatement, sans contrainte, était super importante. En Gaspésie, il y a quelques ciné-clubs, mais il n'y a pas non plus de réseau de cinéma. Donc, si par exemple, Ramaillage était sorti comme un film sur grand écran, les Gaspésiennes n'auraient pas pu le voir, ou très peu, dans quelques circonstances spécifiques. Donc, pour moi, d'emblée, en faisant Ramaillage, c'était pour moi évident que je voulais que ce soit rapidement en ligne, qu'on n'ait pas de contraintes, qu'ils se promènent en festival ailleurs alors que les gens locaux ne l'ont pas encore vu. Donc, je voulais qu'il soit accessible dès le départ et je voulais prendre le temps de faire une œuvre longue, vraiment de ne pas tomber dans le format court, 1h15, 1h20, formaté pour le festival ou l'écran, ou encore moins 50 minutes télévision. Mais à l'ONF, l'habitude, bon, au programme français, il y a le studio documentaire, il y a aussi le studio interactif qui crée des webdocs, vraiment des œuvres narratives, multimédia. On n'était pas là-dedans. Mais l'habitude, c'est de faire des longs métrages ou des courts métrages. Il n'y avait pas eu de série depuis très longtemps, puis encore moins de séries sur le web. Quand on est arrivé au moment du montage, moi, j'avais filmé dans l'idée de prendre le temps. D'avoir une multitude de gens qu'on suivait. Je ne me souviens pas le nombre de fois où mes productrices m'ont dit « Mais là, est-ce que tu ne voudrais pas choisir quelques personnages, restreindre un petit peu, c'est qui en fait, ou une histoire ou deux histoires pour un long métrage, parce que sinon ça va toujours déborder, on n'arrivera pas, ça va être difficile pour le public. » C'était une grande sagesse de leur part, parce qu'on pensait travailler en long métrage, puis effectivement, une grande mosaïque, c'est plus dur à suivre quand on a 1h15. Mais j'avais toujours insisté, non, ma vision, c'est ça le concept même, c'est qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, que ce ne soit pas toujours clair où ils habitent, c'est quoi leur lien, mais qu'on trace un portrait en multipliant le nombre de personnes, qu'on sorte d'une vedette ou d'un personnage principal, mais qu'on établisse ça de façon horizontale. Mais pour faire ça, il fallait prendre le temps. Puis quand on est arrivé au montage, puis qu'on devait choisir dans quel cadre, dans quelle structure on le montait, c'était impossible pour moi de m'imaginer rentrer ça dans 1h15. Donc,
on a eu l'idée à un moment donné avec Colette de dire, mais si on en faisait une série, puis la première réaction, ça a été oui, on pourrait faire une série, mais on pourrait faire 6 épisodes de 15 minutes. Eh oui. Parce que sur le web, ça prend des formats courts, ça prend des choses qui se Ah partagent ouais. bien. Et avec 6 fois 15 minutes, on est encore à 1h30. C'est encore la même contrainte de temps. Puis on a une fragmentation. Ouais. C'est ça. Mais donc, au début, on a dit oui, ben, puisque c'est ça notre contrainte, c'est ça qu'on va faire avec le monteur. Puis on s'est mis à monter en sachant très bien, moi et Philippe, qu'on allait se fier d'abord au contenu, qu'on allait travailler avec le matériel, puis le matériel allait dicter. Puis on est arrivé avec des premières versions d'épisodes de 45 minutes qu'on a resserré à 30 à 37 minutes à peu près. Mais éventuellement, l'ONF, on dit, bien écoutez, c'est bon comme ça. Donc oui, on le garde en format long. On n'a pas eu plus de semaines de montage, mais on a fait ce qu'on pouvait pour le faire entrer comme ça. Puis le fait de le sortir directement sur le web, à l'époque, c'était inhabituel. Il y avait toute la volonté de distribution plus standard, de passer par les salles et tout ça. Puis moi, non, je voulais qu'il soit le plus vite possible visible par les gens que ça l'intéresse. Puis évidemment, les urbains, les citadins s'intéressent à Ramaillage aussi, ça fait rêver, mais les gens qui sont déjà dans une mouvance de retour à la terre, déjà habiter dans des petits villages, à être dans un mode paysan, néo-paysan, bien, ces gens-là, ils sont répartis un petit peu partout sur un très grand territoire. Et je voulais que ces gens-là puissent le voir très tôt. Mais j'avais aussi l'ambition de faire des tournées de diffusion, de projection communautaire pour faire sortir la parole après les visionnements. Donc, de me promener un petit peu partout au Québec avec une sélection 1, 2, 3 épisodes ou les 6 selon les endroits, puis créer des soirées de visionnement communautaire où d'autres communautés se rassemblent, se reconnaissent en partie à l'écran parce que ça peut ressembler à ce qu'ils vivent chez eux et se servent de ça comme outil de transformation, de discussion. Cet aspect-là n'a pas pu se dérouler à cause du confinement, de la pandémie. On a lancé Ramaillage sur le web le 7 mars et à Montréal, à la Cinémathèque québécoise, le 7 mars, la même journée. Une semaine plus tard, on était confinés, tout le monde chez nous. Puis la majorité des gens qui ont vu Ramaillage, finalement, c'est en période de confinement de leur salon. Bon, mais... Et à une époque, tout à coup, tout est en ligne, toutes les œuvres, tous les festivals se retrouvent être en ligne. Et où Ramaillage était à peine précurseur de quelques jours de ce grand courant-là. Mais bon, quand même, c'est une bonne intuition. Ce qui est intéressant là, puis après peut-être on prendra des questions s'il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, mais... Ou vos réactions, parce que moi, c'est toujours la première chose que je faisais après les projections communautaires, c'est oui, des réactions de ne aussi. pas parler moi-même de mes intentions, mais de laisser les gens réagir. Puis j'aimerais bien entendre Barberine et Laurent aussi partager leurs impressions. Donc, c'est juste que c'est cette idée que de l'observation, de prendre le temps de l'observation, de la description, qui renoue avec des formes longues, alors que, effectivement, par exemple, le web documentaire, qui a été très important à l'ONF il n'y a pas si longtemps, avait ramené la fragmentation, les formes courtes. Donc, il y a effectivement, j'entends bien dans la discussion avec les productrices de l'ONF, ce tiraillement entre ce passage par les formes courtes et puis finalement une nécessité de la durée de la parole, etc. On voit avec le film de Wiseman qui dure 4h30. Bon, ben, l'inconvénient là par contre, c'est que du coup, il y a un problème d'accessibilité, mais on dirait que ça relève du même besoin de prendre le temps de la description qui, à mon avis, est totalement en rapport avec les préoccupations de tes personnages, c'est-à-dire le retour au terrain, le retour aux choses, à l'observation de la nature, etc., etc. Alors, donc, effectivement, on va peut-être donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre ou entendre des questions ou des réactions des uns ou des autres. Sinon, je pourrais aussi rajouter que on vit la série comme une année de façon chronologique. On fait le tour des mois, on fait le tour du calendrier et toujours rattaché aux activités du terroir, aux activités de la terre qui ponctuent notre année, effectivement, quand on vit ici, le moindrement avec une perspective d'autonomie alimentaire, en lien avec l'hiver, au fait de faire des réserves, passer l'été à préparer l'hiver, comme disait quelqu'un dans un tournage. Puis pour rechercher comme ça, quelles activités j'allais filmer ou ce que j'allais prendre comme prétexte pour filmer les gens en action, je me suis beaucoup inspiré d'un ouvrage ou d'une étude historique sur la vie
la vie dans la vallée du Saint-Laurent dans les années 1850 à 1900, donc avant l'électricité, avant et qu'est-ce qui étaient déjà les gestes qui traditionnellement ponctuaient l'année, que ce soit beaucoup avec l'élevage, avec le bois, avec les jardins, mais donc la réparation des clôtures au printemps, les grandes boucheries au mois de décembre, toutes des choses qui font partie de notre vie, de nos gestes répétés d'année en année, mais là, réappropriés par la nouvelle génération. Sauf que ça, cette façon-là de monter, finalement, c'est devenu ça, la structure, sinon l'histoire, c'est le cycle des saisons. On me posait souvent la question, ça serait quoi est-ce que j'allais monter en parlant d'une communauté ou d'un sujet ou autre? Puis non, l'histoire, c'est le temps qui passe, tout simplement. Mais on n'a pas découpé en 4 saisons Non, de c'est plus... l'hiver, mais plutôt, on est beaucoup dans les intersaisons, dans le fait de passer d'une à l'autre, les gestes. Quand l'été arrive, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça. Ce qui est assez beau, c'est la façon dont, effectivement, on sent que c'est des gestes qui sont là depuis longtemps. Et en même temps, comment les néo-ruraux, enfin ceux qui renouvellent l'expérience, qui commencent l'expérience, s'approprient ces gestes avec parfois beaucoup de maladresse enfin voilà. Et ça, c'est magnifique de voir ça, de voir comment ces gestes-là sont repris et sont la réappropriation, on la voit dans ce rapport-là, dans ce petit rapport de ce petit hiatus parfois entre le geste et puis quelque chose dont ils ont conscience que c'est nécessaire. Enfin, voilà. Il y a une belle transmission qui se fait avec l'outil de la caméra et du cinéma là-dedans, dans le sens où l'abattage ou la boucherie du cochon qu'on voit en début de premier épisode puis qu'on voit dans le 6e épisode, mais autrement, donc déjà, il y a une année qui s'est passée et entre la première scène et la deuxième scène, ben, la communauté a visionné la première scène. Du fait de l'avoir vu, qui ont eu envie de le faire eux aussi ou qui ont pu voir comment ça se faisait. Et dans la première scène, dans le premier épisode, on a Yannick qui le fait avec son père, qui l'avait vu quand il était jeune, mais qui reçoit une transmission filiale. Et dans le dernier épisode, lui-même, à son tour, le transmet de façon horizontale à la communauté en sortant un peu, parce que les néo-ruraux, souvent, n'ont pas le lien de filiation, ne sont pas nés sur le territoire, n'ont pas leurs parents sur place pour leur montrer comment faire. Puis là, on s'est servi de la communauté et du cinéma pour, si on veut, retransmettre des gestes qui, sinon, se perdent ou se trouvent sur Internet. Mais là, vraiment, le cinéma permet de catalyser. Puis après ça, on a revu la série. Puis l'année suivante, on l'a refait. Ça fait 5 ans que je participe à de l'abattage de cochons. Puis qu'à chaque fois, on refait nos techniques. Puis ce qu'on voit dans le dernier épisode de Ramaillage, on rigolait cette année en faisant l'abattage du cochon, parce que ce qu'on voit dans le dernier épisode, l'essai de le faire en grattant le poil avec de l'eau chaude et tout ça, on n'est plus là-dedans. On a trouvé d'autres techniques beaucoup plus efficaces. Mais donc, ce que tout le monde voit comme si c'était ce qu'on faisait à chaque année, c'est déjà du passé pour nous. Oui, c'est formidable. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Il faut que... Les gens sont toujours timides. En fait, en voilà une qui arrive, Ludmila. Voilà, les questions arrivent. Alors, 2 questions même, dont une que j'avais posée. La première, y a-t-il une suite à ce projet de film, justement? Et pourquoi avoir choisi le noir et blanc? Oui. Voilà. Donc, d'abord, la question du noir et blanc, puisqu'on me la pose toujours, c'était pour être certain d'avoir toujours au moins une question facile dans les périodes de questions-réponses. Je travaille en noir et blanc depuis une dizaine d'années déjà, donc il y a eu un moment où j'ai choisi le noir et blanc pour mes documentaires. J'ai apprécié l'esthétique et j'ai décidé de m'y en tenir. Puis plus je l'utilise, plus je vois davantage ou d'intérêt à utiliser le noir et blanc. J'ai toute une part d'appréciation esthétique dans le travail, mais je pense aussi que ça peut contribuer à accentuer cet effet que le documentaire est une représentation. Ça nous distingue un peu peut-être de la télé-spectacle qui prétend être hyper réaliste, ou du film, tout ça, puis qu'avec le noir et blanc, nécessairement, il y a une certaine distanciation qui s'opère où ça devient un objet cinématographique, on est un peu plus conscient que c'est une représentation. Et pour moi, ça permet d'apprécier avec plus de richesse que si j'essayais de travailler en colorisation ou en hyper-réalisme de couleurs. On est déjà bombardé de couleurs et tout ça. De spectacle. Puis
le noir et blanc, pour moi, bon, il y a la beauté, mais le calme et la sobriété et la place que ça laisse à la parole, qui a toujours été super importante, qu'on peut vraiment peut-être ne pas être distrait par des couleurs d'un coucher de soleil ou de la forêt. Moi-même, dans ma façon de tourner, parce que je filmais directement en noir et blanc, ce n'est pas une décision qui s'est prise en montage, mais ces images-là ont toujours été enregistrées uniquement en noir et blanc, en numérique, mais quand même. Donc, quand je suis arrivé à Ramaillage, j'avais simplement envie de continuer dans le même esprit. Pour moi aussi, c'est un clin d'œil, évidemment, aux films classiques de l'ONF, c'est-à-dire que visuellement, il y a un lien avec ces films-là. Je me rattache à ces ancêtres mythiques du cinéma documentaire, donc de faire des œuvres qui sont en continuité visuelle aussi, c'est pas inintéressant. Puis bon, c'est ça. Après, certaines personnes m'ont dit que ça donne un caractère intemporel à la chose, que peut-être ça permet de sortir un petit peu d'un présent trop présent, puis de le suspendre un petit peu plus dans le temps. Quant à une suite, ben pour l'instant, il n'y a pas de projet de suite de tournage de concret ou quoi que ce soit. C'est certain que l'idée, même avant même d'avoir commencé à tourner, je m'imaginais déjà retourner, voir les mêmes personnes 5 ans, 10 ans plus tard, voir comment ça se passe, ou peut-être pas nécessairement les mêmes personnes, mais les mêmes communautés. Je pense que ça pourrait être un bel exercice. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu continuer la démarche puis ressortir une nouvelle saison d'épisodes à chaque année, je pense, puis il y aurait toujours eu des choses à dire, des gens à rencontrer, puis ça aurait pu toujours contribuer à créer des liens plus forts dans la communauté. Plus concrètement, comme je disais, j'ai filmé les discussions après les visionnements. Il y a un matériel super riche là-dedans. Il y a plein de choses qui ont été coupées au montage, évidemment. On parle d'au-dessus de 60 heures de matériel pour une série de 3 heures. Donc, il y a tout plein de matériel qui a été coupé, dans lequel il y a du contenu intéressant. Moi, j'ai toute une réflexion que j'aimerais partager sur le processus, sur mon chemin personnel là-dedans aussi, parce que finalement, je suis toujours présent dans la caméra, mais on ne me voit pas, on ne m'entend pas vraiment. Il y a l'idée d'un roman graphique ou d'une BD documentaire qui flotte depuis un certain temps pour continuer dans le même sujet, avec le même matériel, mais en utilisant un autre médium qui permettrait de l'aborder différemment, peut-être de façon plus dense, plus intellectuelle ou plus personnelle. C'est à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu montres rarement les difficultés ou les doutes qui pourraient exister. Pourquoi? Parmi les intervenants. C'est une bonne question. Effectivement, il y a plein... l'art de montrer et de cacher, c'est le cinéma. Il y a plein de choses qu'on ne montre pas. Tout ce qui est de l'ordre des difficultés parfois qu'il peut y avoir dans les communautés, dans les collectifs, de départ, de divergence de vision et tout ça, pour moi, ça n'appartenait pas au public. J'avais envie de montrer quelque chose dont les gens seraient fiers, dans lequel ils se reconnaîtraient et qui était plutôt dans l'optimisme et dans l'espoir. Et c'est pas de dire que le reste n'existe pas, mais c'est de choisir de montrer ceci. Puis ça correspond aussi à ce que les gens aimaient voir dans les discussions, dans les projections communautaires. Nécessairement en prenant le pari de montrer aux gens les rushs des tournages, c'est de prendre du privé puis de le mettre en public tout de suite sans se dire, sans entendre par la suite, avec la volonté d'avoir un consentement réel, libre, éclairé. Puis les gens, quand il y avait des petits détails qui pouvaient les moins bien faire paraître ou susciter plus des critiques ou des choses comme ça, c'était nommé dans les discussions. Donc là aussi, j'ai voulu, si on veut, répondre à un besoin d'auto-représentation, mais qui soit positif pour les gens. On m'a dit éventuellement en blague que je pourrais faire toute une autre série qui viendrait fouiller davantage, décortiquer les problèmes, les défis un petit peu plus. On pourrait appeler ça chamaillage. Mais ça serait, la vidéo peut permettre ça aussi, mais je pense que le processus de fouiller les défis et les problèmes pourrait peut-être se faire davantage en utilisant la vidéo, mais vraiment dans l'idée de conserver ça de façon privée. Si on filme les gens et on les questionne sur ce qui ne va pas bien, sur c'est quoi les défis de leur communauté, sur les problèmes, et qu'on les amène en visionnement communautaire mais privé, sans optique de le rendre au grand public, ça pourrait libérer la parole, ça pourrait agir comme vecteur de transformation. Est-ce que c'est intéressant en cinéma? Est-ce que c'est intéressant pour le public français? Est-ce que c'est intéressant pour le public en dehors de la Gaspésie?
ça pourrait l'être, mais ça serait un grand défi éthique, puis à faire de façon très fine, puis c'était pas mon intention dans ce cas-ci. Non, peut-être l'endroit où ce serait le cas, où ça pourrait être intéressant, où ce serait pas et où ce serait pas, disons, impudique par rapport aux difficultés personnelles ou collectives, mais ce serait, mais ben alors voilà, c'est pas pour refaire le film du tout, hein, mais ce serait la question de justement ce sentiment que les institutions ne répondent pas, ne sont pas à prendre en compte, ne sont pas voilà, et d'essayer de comprendre la réalité de ça, quoi. C'est-à-dire que comment finalement les choses se construisent malgré tout, en dépit du fait que le discours qui traverse, c'est celui qu'on ne peut pas compter sur les élus, voilà, sur les institutions qui sont là normalement pour le faire et pour entendre les citoyens. Donc, bien sûr, ça donnera une dimension politique un peu différente. Là, il y a quelque chose comme l'éloge de la réalisation d'une utopie, et cette utopie, c'est d'abord la communauté, quoi. Avant d'être quoi que ce soit d'autre, avant d'être une reconsidération de l'agriculture, avant d'être tout un tas de programmes politiques au sens noble, hein, qui sont sous-jacents à leur travail, à leur nouveau mode de vie. Mais déjà, ce que le film montre, c'est que réussir à construire une communauté sur des valeurs communes, c'est ça l'utopie finalement. Et elle se réalise en moins à travers le film et on suppose dans la réalité aussi. Mais c'est vrai que pour aller, enfin, c'est-à-dire pour réfléchir à cette idée de développer à une échelle plus large des fonctionnements similaires, comme on peut penser que c'est nécessaire de nos jours. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pas tant les difficultés personnelles ou les désaccords ou ceux qui tiennent pas le coup, que la façon dont on travaille ce ramaillage à un niveau à la base, et tout en ayant conscience qu'on peut pas compter sur les institutions pour l'instant, ou est-ce que l'espoir c'est que plus tard ce soit le cas, enfin voilà. Et je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais je pense à ça. Ce qui est assez beau aussi, c'est la façon dont le ramaillage va inclure les autochtones au moment de la lutte contre les installations pétrolières. Et où là aussi, il y a quelque chose d'une lutte commune contre un ennemi commun qui se construit. Donc évidemment, du coup, ça introduit des dimensions conflictuelles qui ne sont pas du tout... on sent bien que ce n'est pas ton souhait d'aller dans cette direction. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être juste, c'est pas du tout un regret, mais simplement si, quand tu disais faire un autre film, moi, ce serait plus ces questions-là que je me pose dans le hors-champ de ton film que celles des problèmes individuels, en fait. Oui, je vois. Mais puis, c'est assez fou comment même en 3 heures et quart, on fait juste commencer à aborder les sujets, même après 1 an, 2 ans de tournage. Toute la dynamique, la façon de travailler a permis évidemment de construire, d'aider à construire un grand lien de confiance avec les gens. Puis en même temps, c'était assez balbutiement parce qu'avec la quantité de personnes rencontrées, impliquées dans le projet, avec les délais avant qu'on puisse voir les projections, je pense que si je retournais en tournage, on pourrait justement aller dans des réflexions déjà sur ce qui a été vu, sur les processus, sur les communautés, des outils, des mots pour aller encore plus loin. C'est pour ça que le long terme, le travail de terrain prolongé, le lien avec les communautés dans la durée est super intéressant. J'espère refaire d'autres documentaires du genre en utilisant les mêmes mécanismes ou d'autres. Mais bon, Pierre Perrault qui est retourné pour plusieurs films dans les mêmes communautés, aller locaux dans Abitibi, c'est extrêmement riche de pouvoir faire ça. Puis c'est un des défis, je pense, avec le financement du documentaire, c'est de pouvoir laisser la place à ce genre de démarche dans le temps aussi. Ça serait super intéressant. Comme je disais tout à l'heure, la BD, pour moi, est une façon peut-être de pouvoir continuer à aborder ça ou à traiter des sujets en faisant reparler les gens aussi. Il y a un exemple qui m'inspire, que j'ai bien aimé, c'est la BD La Communauté, une BD française qui parle de communauté des années 60. Et
elle est divisée en deux parties où il y a vraiment l'expérience relatée d'une communauté, d'une commune. Et la deuxième partie de la BD, c'est des gens qui étaient des enfants ou des jeunes adultes à l'époque décrite, qui ont lu la BD et qui maintenant réagissent et leurs commentaires, leur feedback est intégré dans la BD. Ah oui. C'est extrêmement riche, je trouve. Et puis tu as des personnages formidables dans ton film. Hein. Je les ai toujours appelés des participants et des participantes. Oui, non, ça c'est le... Très bien, on est en cinéma, à l'écran, ils deviennent des personnages, c'est Ils évident. deviennent vraiment des personnages. Moi, vraiment, marque de cette manière-là, mais ils sont aussi des participants. D'ailleurs, on voit bien, il y a cette adresse à la caméra, plus ou moins selon les personnes, justement, mais il y a cette volonté de te raconter. Enfin, on sent, quand tu disais tout à l'heure que, voilà, il y avait ta participation, ta part dans le travail, tu aimerais la mettre en évidence, c'est peut-être parce qu'effectivement, on te perçoit pas vraiment, on t'entend pas, mais en même temps, les gens te parlent à toi. Enfin, il y a quelque chose d'une adresse très évidente, très simple, très directe, qui est formidable, qui contribue vraiment à montrer ce désir collectif de partager toute cette expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Barberine ou... Oui, il y a deux questions, notamment une sur Facebook, sur pourquoi avoir coupé les moments de voix de réalisateur. Là, vous parliez des voix de certains participants, mais pourquoi votre propre voix a été coupée à certains moments? En fait, dès le départ, généralement, quand je filme, j'essaie de parler le moins possible puis de laisser parler les gens, quitte à avoir des silences qui amènent à d'autres réflexions. Donc, même dans mes tournages comme tel, il y avait très peu de moments où on entendait ma voix. Puis ensuite, c'est en montage, on a décidé que oui, on sent tout l'aspect relationnel, c'est moi qui est avec les gens, c'est à moi qu'ils parlent, mais ce moi-là, il fallait qu'il puisse rester, il fallait que les gens puissent s'identifier à la personne derrière la caméra. Un cadre photo, on peut s'identifier, on peut s'identifier à la vision. Si on entend la voix, déjà, on sent un petit peu plus, on se rappelle un petit peu plus que c'est pas nous derrière l'image, derrière la caméra, mais bien un réalisateur. Tandis que je pense que pour créer l'immersion, le fait de ne pas entendre ma voix du tout, à aucun moment, ça permettait encore plus de se plonger. Donc, une espèce de mélange en ayant l'impression d'immersion, puis de l'artifice qu'on est là pour vrai, puis en même temps, toujours en se rappelant que c'est une construction, mais en jouant un petit peu sur les deux. Je ne me rappelle pas la raison ou le moment exact où on a choisi ou si on s'est posé la question avec Philippe, mais je pense qu'on l'a essayé puis ça ne collait pas. Une autre question, vous avez déjà plus ou moins parlé de l'idée d'une co-construction quand vous avez montré les premiers rushs, mais il y a une question de Mariama Diomandé. Si vous n'aviez pas été en immersion, cela vous aurait-il permis de traiter ce sujet? Est-ce que vous l'avez envisagé de le traiter autrement? Pour moi, ça s'est tellement construit ensemble, le fait d'être en immersion, de le vivre. Tous les gens qu'on voit à l'écran, c'était des amis avant le tournage ou se sont devenus des amis pendant le tournage. Donc, c'est complètement relié au fait d'être là, d'être présent. Puis, en fait, pour plusieurs des personnes qui habitent comme ça, soit en communauté alternative ou de façon plus marginale, il y a une certaine crainte face aux médias ou parfois des mauvaises expériences. S'il arrive régulièrement qu'un journaliste d'un grand média ou qu'un vlogueur en voyage ou quelque chose s'intéresse à une communauté puis dit « J'aimerais faire un reportage sur vous, photos, vidéos, texte », qu'il y a une belle rencontre en confiance, ensuite que la personne s'en va et finalement le résultat médiatique qui ressort est décevant, induit en erreur, est bourré de clichés ou parfois même a eu des impacts négatifs sur les gens, sur leur communauté. Puis donc, les gens dans les communautés alternatives sont un petit peu échaudés face à ce rapport-là de venir prendre, repartir, puis interpréter comme ils veulent. Donc, pour moi, dans le fait de faire ramaillage, j'avais déjà au départ une sensibilité à ça et ça m'a été nommé plusieurs fois par des protagonistes pendant le processus. Ça a juste confirmé l'importance de dire si moi-même je suis en immersion, ce sont mes réseaux, mes villages, mes communautés à moi aussi, je vais avoir le même souci de bien les représenter et de les protéger en quelque sorte.
que si j'étais quelqu'un qui habite à 1000 km, puis qui va, qui revient, puis qui n'a plus de lien ensuite avec les gens. Donc, c'est relationnel dans ce sens-là aussi. Tous les gens qui sont représentés, j'ai des relations avec eux, puis des relations à préserver, à continuer à construire, puis à enrichir. Et une autre question, et j'en avais une similaire. La communauté est une organisation qui fonctionne aussi par la disposition de vastes espaces à proximité. Qu'en est-il de l'espace urbain? Y a-t-il des initiatives similaires en métropole, ville moyenne? Et j'avais aussi une question avec ceci. Il y a beaucoup de... Il y a un problème sous-jacent dans l'entièreté du film, c'est qu'on voit beaucoup de routes avec des voitures individuelles pour chaque personne. Il y a même à un moment un showman qui dit il n'y a que 2 bus, 2 allers-retours en bus. Donc on sent que c'est quand même un problème sous-jacent, surtout avec le gaz de schiste, qui est quand même une matière pour permettre ce genre de transport. Et en Gaspésie, je crois, il y a aussi un problème avec les chemins de fer. Enfin, Et donc, je voulais savoir, est-ce que ça a été une question débattue, cette notion de transport voilà. D'abord, pour ça, tout de suite, on vit dans une région immense, la Gaspésie, là, pour les publics qui ne connaissent pas très bien. C'est cette péninsule qu'on voit dans le générique un petit peu au début des émissions. S'il y a des tournages qui se passaient ici, ça peut être 400 km, faire le tour entre 2 tournages, entre 2 communautés. Entre 2 villages, c'est facilement 5, 10, 15 km. Puis tout le milieu de la Gaspésie, c'est de la forêt, des montagnes, de l'exploitation forestière. Donc, on vit sur un territoire où les distances sont énormes, où il y a très peu... Il y avait une voie de chemin de fer du côté sud, mais comme toujours, utilisée principalement pour l'exploitation de ressources ou le transport de marchandises. Donc, on vit dans une région où, peu importe qu'on parle de ramaillage ou non, on a beaucoup besoin de la voiture ou du moyen de transport individuel pour se déplacer. J'ai brûlé beaucoup de gaz pour faire les tournages, beaucoup de kilométrage. C'est un petit peu, pas inévitable, mais c'est un état de fait dans notre région ici. On commence à avoir, il y a une belle initiative de circuits de voitures électriques, de bornes de recharge et tout ça. Donc, c'est en train de changer comme partout ailleurs. Par contre, ça a l'effet que, justement, pour des gens qui ont des valeurs, des préoccupations écologistes ou des plus petits budgets, de la décroissance, pas d'auto, des choses comme ça, les gens souvent se replient sur une communauté de proximité. Moi, malgré le fait que j'habite cet énorme territoire, si ce n'était pas à cause des tournages de ramaillage, c'est très rare que je me déplace à faire le tour, à faire des grandes distances. Donc, les moments qu'on voit dans Ramaillage où des gens de plusieurs communautés éloignées se rassemblent ou des corvées rassemblent des gens de plusieurs villages, ce sont des moments exceptionnels. C'est des moments spéciaux qui ont une valeur où les gens ont dit « Ben oui, regarde, dans ce cas-ci, c'est pas grave de remplir notre réservoir d'essence et de faire une grande distance. On a une conscience environnementale, mais on se permet d'aller chercher quelque chose d'autre qui est plus riche, qui est exceptionnel, qui est une rencontre sociale, une rencontre humaine. » Mais c'est certain que c'est une question qui pèse sur beaucoup de gens, cet impact environnemental à cause du transport. Par contre, je pense que l'impact environnemental de transport des gens qui habitent le territoire, qui cultivent localement, qui font leur petit élevage de proximité, est une petite goutte d'eau quand on le compare à l'océan du tourisme de motorisés qui font le tour de la Gaspésie en une semaine à chaque année. Pour moi, je ne vois pas de problème écologique à habiter le territoire et à voyager de temps en temps si on le compare à d'autres enjeux comme ça. Et la première question, est-ce que tu peux me rappeler sa teneur? La première question, c'est s'il y a des initiatives similaires dans des petites villes. Voilà. Ouais. Oui, l'aspect urbain. En Gaspésie, il y a des petites villes ou des villes moyennes comme la ville de Gaspé où j'ai très peu filmé. En fait, j'ai filmé devant l'entrée du centre d'achat quand il y a une tentative de mobilisation, de tractage pour la lutte pétrolière. Mais ça, c'est un exemple d'une ville où il y a des initiatives communautaires, de regroupements, de collectifs, déjà, même si c'est une petite ville régionale, qui sont très différentes des petits villages autour. Et beaucoup de gens, quand ils ont visionné Ramaillage, des gens qui habitent à Montréal, à Québec, dans d'autres villes, se sont reconnus tout autant dans les valeurs, la culture, les gestes
que ce soit dans leurs coopératives, les jardins communautaires, les regroupements de quartiers, les corvées. Donc, l'essence de ce qu'on voit de l'esprit de communauté de Ramaillage, là, il est présenté dans un territoire rural, vraiment dans le terroir, dans la forêt. Mais j'ai été quand même surpris à quel point les gens se sont reconnus dans l'esprit de ça, dans d'autres villes, dans d'autres lieux. Parce que l'enjeu de retrouver du lien social, puis se reconnecter avec les gens qui habitent tout près de nous, puis de trouver des lieux communs, puis des cultures communes pour se rencontrer, il est le même qu'on habite dans les grandes villes ou dans les tout petits villages, en quelque part. Il y a aussi une question sur pourquoi tu tournes seul. Je pense que tu as déjà répondu, mais est-ce que, en dehors du fait que c'est lié à ton mode de production, est-ce qu'il y a une raison dramaturgique? La question est posée comme ça. C'est-à-dire, est-ce que aussi ça sert ta façon de raconter les choses? Ben, c'est certain que ça permettait une spontanéité autant pour la décision d'aller en tournage quelque part. Si j'entends parler qu'un événement se produit, si quelqu'un m'invite la veille au soir à aller chez lui le lendemain, je peux y aller par moi-même. Mais une fois sur place, ce n'est pas une équipe de cinéma qui débarque, c'est moi, Moïse, chez la personne. Il y a du matériel, évidemment, mais on discute, on est en relation. Quand je filme, il n'y a pas personne d'autre à regarder ou à ne pas regarder autour. On continue de se parler ensemble, même chez la caméra ici. Et moi, j'ai une liberté de mouvement. J'ai eu des expériences de tournage un petit peu plus placées, avec un preneur de son, des éclairages, où finalement, on se retrouve parfois à avoir un champ de vision très restreint, où c'est ça qu'on peut filmer, parce que sinon, on va voir le réalisateur ou on va voir autre chose. En étant en caméra à l'épaule, très légère, j'ai choisi une caméra, puis je me suis inspiré, j'ai construit ma façon de porter la caméra en m'inspirant de la caméra Hitler que Brault a utilisée, que d'autres ont utilisée. Cette espèce de rêve de la caméra légère, son synchrone, sans la lourdeur d'une équipe, la façon de travailler de Rouche aussi, ou la vision de ne pas débarquer avec des gens extérieurs, mais vraiment d'être soi-même en immersion. C'était ça qui a dicté ma façon de travailler. Puis je pense que ça transparaît dans l'impression d'intimité qu'il peut y avoir avec les personnes. Il y a la liberté de mouvement à 360 degrés, mais aussi l'intimité dans le moment, dans la rencontre, qui est quand même paradoxal parce que c'est une intimité qu'on sait déjà en la vivant qu'elle va être retransmise à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Mais au moment de la vivre, elle est vécue en intimité. Oui. Est-ce que tu as des nouvelles à nous donner des différents combats? Enfin, par exemple, est-ce que c'est ce combat contre les installations pétrolières, le développement des installations pétrolières a des chances d'aboutir, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un vrai contrepoids qui est effectué? La lutte contre le camp de Junex à Galt, est une lutte qui a réussi, c'est-à-dire que ça a été un succès. Le camp qu'on voit dans Ramaillage, qui est maintenu pendant l'hiver, mais il a duré encore jusqu'au printemps suivant, jusqu'à l'automne suivant. Les travaux n'ont pas recommencé. La lutte plus directe qu'il y a eu, qu'on ne voit pas directement, mais qui est relatée à la radio, avec l'occupation plus dure et tout ça, a eu un impact aussi dissuasif. Donc, pour l'instant, on est un petit peu dans un moment de pause, c'est-à-dire que la compagnie Junex a cessé ses travaux, a été rachetée par une autre grosse compagnie qui n'a pas d'intérêt pour l'instant. En fait, qui a revendu à nouveau les actifs. Donc, on est plus dans des transactions boursières pour des actifs, des permis. Il y a d'autres compagnies qui ont retiré leur claim d'exploitation en Gaspésie. C'est sûr que l'enjeu du gaz et du pétrole est encore là. Il y a toujours des lobbyistes qui essaient, puis certaines compagnies qui essaient de développer des projets. Mais bon, d'une part, ce n'est pas très rentable. C'est le plus d'argent que les compagnies peuvent faire à essayer d'extraire en Gaspésie, ce n'est pas tant d'extraire et de vendre le pétrole, mais d'extraire l'argent public pour financer leurs travaux. Et ça, en ce moment, on est un petit peu plus frileux. Et sinon, ben, la mobilisation que j'ai filmée et le fait de la rendre visite dans Ramaillage aussi a donné une impression quand même a permis de voir qu'il y avait une mobilisation qui était prête à se mettre en place rapidement s'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je pense que ça a donné à beaucoup de gens de confiance aussi à la capacité de le faire, de résister.
Et bon, on surveille. En ce moment, les réseaux sont en dormance, peut-être, les réseaux militants, en attendant une prochaine occasion. Mm. Mais on n'est jamais à l'abri de l'appétit pour les ressources et de l'extractivisme. Bien sûr. Mais c'est certain aussi que l'appui que tu mentionnais tout à l'heure, la présence de la nation Mi'kmaq, d'un appui, d'une espèce de rencontre, c'est exceptionnel. Ça ne s'est pas vu si souvent que ça. Puis je suis content d'avoir pu le filmer parce que c'est maintenant quelque chose qui s'inscrit dans le narratif des militants qui luttent. C'est-à-dire qu'il y a cette alliance-là, qui est dormante aussi, mais qui peut être à nouveau activée pour se mettre ensemble dans la protection du territoire. Oui, et d'ailleurs, on sent que ça a un poids énorme, en fait, que les conseils de bande sont en première place dans les négociations. Ce n'est pas les conseils de bande, mais vraiment les structures traditionnelles de chefs héréditaires. Alors que les conseils de bande, plus souvent, sont des structures qui sont en négociation directe avec les autorités, en représentation de leur bande, mais c'est un peu plus délicat. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'appui du chef héréditaire, du chef traditionnel du district. Symboliquement, qui pèse beaucoup. Ouais. Ouais. Et s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais deux peut-être pour finir. Est-ce que tu as l'impression que ce genre d'élan de communauté, d'organisation communautaire est très répandu ailleurs au Canada aussi, ou si c'est vraiment une spécificité en Gaspésie? Et puis la deuxième question, elle concerne toi, ton activité de cinéaste dans les prochains temps, en étant là-bas, comment tu la conçois? À la grandeur du Canada, j'aurais beaucoup de difficultés à en parler. Si on se concentre sur le Québec, oui, c'est très présent. La Gaspésie a ses particularités, c'est certain, mais le type de mouvement, puis de transition, de retour vers les régions, de nouveau retour à la terre, était déjà super présent, et de construction de communautés aussi. Bon, les gens, on est traversés de courants, que ce soit les courants permaculturels, les éco-villages, les villages en transition et tout ça. C'est l'autonomie alimentaire. Ce sont des sujets qui sont en ce moment très intéressants, que les gens s'approprient de plus en plus. Il y a eu une bonne période d'expérimentation, ça continue à se multiplier. Et j'ai bien vu dans l'intérêt que des gens avaient un petit peu partout au Québec à voir Ramaillage et à se reconnaître, à m'écrire en disant « nous, on fait ça aussi ». Donc, j'aurais pu faire ou je pourrais faire un Ramaillage à l'échelle de la province au complet. Je pense qu'on a des courants très similaires qui se vivent en France, des amis français qui sont venus ici, ou Fabien qui faisait la ruche dans Ramaillage, qui est retourné lui-même en France depuis et dans un projet similaire. C'est des petites initiatives qui se multiplient un petit peu partout. Et je crois que c'est appelé seulement à continuer. Là, avec la COVID, avec le confinement, on a senti encore plus fort pour beaucoup de gens le désir de sortir. Et merci de nous avoir. On est coupé, non? Non, c'est bon. Pardon. Donc, il y a eu c'est curieux parce qu'il y a vraiment eu un grand essor d'intérêt pour toute cette culture-là, ce mouvement-là au Québec au printemps. Puis là, je suis incapable de voir quelle est la part de Ramaillage là-dedans, quelle est la part de la COVID, quelle est la part juste de l'époque. Je pense que tout ça est une belle convergence. Je pense que j'ai pu saisir quelque chose qui était très contemporain et c'est sûr. Qui appelle beaucoup de gens. Quel va être l'état, même dans les gens que j'ai filmés pour Ramaillage, en l'espace de 2-3 ans, dans chacun des lieux, dans chacune des communautés, il y a des gens qui sont partis, il y a des tonnes de gens qui sont arrivés, il y a des projets qui ont changé. L'instantané d'un documentaire, ça disparaît dès que c'est terminé, on est dans d'autres choses. Mais je crois quand même qu'à cause de l'époque, de l'urgence climatique, des difficultés qui se vivent en ville, de la pandémie, de peut-être les prochaines pandémies, le fait de retrouver un lien avec le territoire, retrouver une capacité d'autonomie alimentaire et retrouver comment on se connecter et sortir de notre petite bulle individuelle, ça va juste prendre de plus en plus de place. Comment ça peut se déployer avec tous les défis qu'on vit à notre époque, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a intérêt à être fait de façon individuelle, en silo, chacun pour soi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, le retour à la terre des années 70 au Québec, de cette façon-là.
chacun pour soi dans sa famille, dans son petit projet, dans son fond de rang. Et il y a eu des apprentissages qui ont été faits de ça. Je pense que la communauté donne une force, les réseaux communautaires donnent des forces qui peuvent peut-être permettre de traverser le temps davantage. Oui. Et puis une conscience que le local doit servir à renouer à une échelle globale pour que ça fonctionne, quoi, vraiment. Et donc, toi, tes projets de cinéma, y compris la manière dont tu entends produire tes films dans les prochains temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a, sans être dans le cinéma d'auteur de la même façon, mais il y a une initiative qui s'est déployée qui est super intéressante. C'est-à-dire qu'on a construit avec quelques autres personnes en Haute-Gaspésie, donc la portion nord ici de la péninsule. Il y a des gens qu'on voit dans Ramaillage, Valérie Allard, Marie-Ève Paquette, qui parlent du mouvement de Nourrir notre monde, qui fait une rencontre sur l'autonomie alimentaire, qui organise des marchés publics. Ces personnes-là, ce petit réseau-là, ont monté un gros projet, sont allés chercher une subvention de 600 000 ici dans un programme de lutte contre les changements climatiques pour installer des infrastructures d'autonomie alimentaire dans les petits villages de notre coin ici. Donc, c'est essentiellement une subvention pour construire des caveaux, des jardins communautaires, des serres passives, des choses comme ça, mais dans un projet de mobilisation citoyenne en impliquant les citoyens de chaque petit village autour de ces infrastructures-là. Puis, je me suis rattaché au projet comme vidéaste. Donc, à partir de cet automne, cet hiver, surtout l'année prochaine, printemps, été, automne, je vais être associé de façon un peu moins créative et un peu plus au service des citoyens puis du projet à documenter la construction de ces infrastructures-là. Je trouve que c'est une belle suite à Ramaillage où c'était vraiment ma vision d'auteur que j'essayais de participer, mais là, je vais me mettre vraiment au service des projets citoyens pour les documenter. Sinon, je travaille je travaille avec un scénariste sur un projet de court-métrage de fiction qui parlerait à peu près des mêmes enjeux, mais à travers la fiction. On va essayer ça si ça se passe, si ça m'intéresse assez pour vouloir continuer là-dedans. J'ai des idées qui me trottent dans la tête pour une BD documentaire, donc pour vraiment les mêmes sujets, l'approche documentaire, mais avec un autre médium. Le prochain film sera quoi? Je ne le sais pas. Donc la BD, elle te mettrait en scène. Tu te mettrais en scène dans la BD comme... Je pense que c'est peut-être une bonne façon de raconter l'histoire, oui, de partir de moi pour celle-là. Bon, bah donc là, vraiment, la convergence est complète. Le film local au service de la communauté, donc vraiment, tu vas au bout du projet et ça va être passionnant de voir ce que ça donne quand même. J'espère qu'on en aura des échos. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là. Eh bien, je vais dire un immense merci à Caroline Zéo, à Moïse Marcou-Chabot. On vous attend tous les deux à nouveau pour un prochain film, une prochaine discussion. On attend aussi la BD dès qu'elle sera parue. Et merci encore d'avoir passé ce moment avec nous et de l'avoir partagé aussi avec les étudiants. Merci à tous et merci aux spectateurs pour leurs questions. Et merci à vous, c'était un plaisir. Merci Moïse. Un grand plaisir, moi aussi. À très bientôt. Mila, merci. Au revoir. Au revoir.